Imaginez un instant, une femme. Juste sa présence et le destin de deux empires pouvaient basculer. On est au cœur du XVIIe siècle, en pleine rivalité entre la France et l'Angleterre. Et là, au milieu de tout ça, il y a une histoire incroyable, un mélange de pouvoir, de diplomatie, de séduction. C'est l'histoire de Louise de Kéroil. Et cette phrase de l'écrivain Saint-Évremont, elle résume tout, mais alors tout. Le ruban de soie qui serrait la taille de Mademoiselle de Kéroil unit la France et l'Angleterre. C'est puissant. Et ce n'est pas juste une jolie métaphore, pas du tout. Chaque détail, sa simple présence à la cour, tout était politique. Ce fameux ruban, c'était vraiment le lien. Un lien très concret mais aussi terriblement fragile qui tenait ensemble une alliance, disons, explosive entre les deux nations. Alors forcément, on se pose la question, mais qui était-elle, cette femme, pour se retrouver au centre de tout ça ? Comment est-ce possible qu'une seule personne devienne un pivot stratégique aussi crucial ? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir en arrière, loin, bien avant les fastes des palais et les secrets d'État. C'est l'histoire de ce lien vivant qu'elle est devenue. Un instrument ? Oui, mais un instrument à la fois délicat et incroyablement puissant. Imaginez le bras de fer constant entre Louis XIV, le roi Soleil, et Charles II d'Angleterre. Eh bien, elle était en plein milieu. Son histoire, c'est vraiment celle de ce ruban diplomatique. Alors voilà en quelques mots qui elle est. 3 facettes, 3 identités en une seule femme. D'abord, noble française. Ça, c'est son origine, c'est dans son sang. Ensuite, maîtresse du roi d'Angleterre. Ça, c'est son statut, ce que tout le monde voit. Et puis, agent pour le roi de France. Ah, là on entre dans le secret, dans sa véritable mission. Franchement, un équilibre qui paraît juste impossible à tenir, et pourtant, elle va y arriver. Pendant des années. Et ce qui est fascinant, c'est que son parcours n'a rien d'une évidence. On est loin d'une trajectoire toute tracée, non, c'est vraiment le récit d'une transformation improbable. L'histoire d'une jeune fille de province qui se retrouve, presque du jour au lendemain, projetée au centre du grand jeu politique européen. Le contraste est saisissant. Il n'y a pas d'autre mot. D'un côté, on a son point de départ, la Bretagne, une petite noblesse de province, une éducation assez stricte au couvent. Et de l'autre, son point d'arrivée, Versailles, l'épicentre absolu du pouvoir, du luxe, des intrigues. Absolument rien, mais alors rien du tout, ne l'a prédestinée à faire ce grand écart spectaculaire. Et pourtant, une porte s'ouvre. On est en 1669, et la voilà qui arrive à la cour de Versailles. Son poste, demoiselle d'honneur, mais pas de n'importe qui, d'Henriette d'Angleterre, qu'on surnomme Madame. Et là, attention, c'est la pièce maîtresse. Madame, c'est à la fois la belle-sœur de Louis XIV et la sœur du roi Charles II d'Angleterre. On ne pouvait pas rêver meilleur point d'entrée, c'est juste parfait. Et c'est précisément à ce moment-là que son destin va basculer. Complètement. Ce qui n'était au départ qu'une mission diplomatique, en apparence comme les autres, va devenir l'événement qui va la transformer et la propulser sur la scène internationale. L'année 1670, c'est un véritable tourbillon. Tout s'accélère à une vitesse folle. En mai, hop, elle traverse la Manche avec Madame pour cette fameuse mission secrète. En juin, à peine un mois plus tard, un traité est signé en secret, un traité qui va redessiner toutes les alliances en Europe. Et pendant tout ce temps, pendant que les grands négocient, le roi Charles II d'Angleterre, lui, n'a Dieu que pour elle. Et ça, Louis XIV, qui est tout sauf un idiot, le remarque tout de suite. Il comprend qu'elle sera beaucoup plus utile à Londres qu'à Versailles. Et il faut bien mesurer les enjeux parce qu'ils sont colossaux. Ce fameux traité de Douvres, c'est une véritable bombe diplomatique. En gros, l'Angleterre s'allie avec la France contre un ennemi commun, les Hollandais. La contrepartie, eh bien Louis XIV offre une pension énorme de 200 000 livres par an à Charles II et lui promet son soutien s'il se convertit au catholicisme. C'est un jeu de roi, un jeu d'espion, et en plein milieu, il y a Louise. Et puis, il y a cette scène, une scène qui dit tout. Imaginez, Madame, la sœur de Charles II, propose à son frère de choisir un bijou en souvenir de sa visite en Angleterre. Le roi regarde des joyaux, puis son regard se pose sur Louise, et il dit cette phrase « Voilà le seul bijou que je désire ». C'est clair, non ? L'affaire n'est plus seulement politique, c'est devenu très personnel. Ce désir du roi, ça va devenir son principal levier de pouvoir. Et attention, elle ne va pas se contenter d'accepter passivement ce rôle. Pas du tout. Elle va le sculpter, le façonner, pour en faire une position d'influence absolument unique. Tout ça en jonglant, en permanence, entre l'affection très réelle du roi et sa mission secrète pour la France. Et là, on voit que rien n'est laissé au hasard. C'est une opération millimétrée. D'abord, son retour en Angleterre est entièrement supervisé par l'ambassadeur de France. Ensuite, en octobre 1671, on organise une grande fête qui va servir de cadre à une sorte de faux mariage pour que toute la cour comprenne que la liaison est officielle. Et le coup de génie final, on lui donne le titre de demoiselle d'honneur de la reine elle-même.
la couverture parfaite. Ça lui donne un accès total et officiel au roi. Et puis, il y a l'argent. 138 000 livres. C'est le montant de la pension annuelle que Charles II lui verse. Il faut bien se rendre compte, c'est une fortune absolument colossale pour l'époque. Ça la propulse immédiatement au sommet de l'aristocratie anglaise. Et soyons clairs, ce n'est pas juste le prix de l'affection, c'est le salaire de l'influence. Et avec l'argent viennent les titres. Une véritable collection. Et des deux côtés de la Manche, s'il vous plaît. Côté anglais, elle devient duchesse de Portsmouth, comtesse de Fareham. Et la France n'est pas en reste, Louis XIV la récompense en lui donnant le duché d'Aubigny. Mais le saut final, ce qui va vraiment bétonner sa position, c'est qu'elle donne un fils au roi, Charles IX. Sa position et sa lignée sont désormais assurées. Ce qui dessine parfaitement sa double vie, sa double allégeance. D'un côté, le rôle public en Angleterre, la maîtresse officielle, la mère d'un duc, une figure incontournable de la cour. C'est la facette visible. Mais de l'autre côté, dans l'ombre, elle reste l'agent de la France, le contact de l'ambassadeur, celle qui pousse les intérêts de Louis XIV. C'est un grand écart constant, et c'est extrêmement périlleux. Mais voilà le problème. Tout ce pouvoir, toute cette influence, tout ça repose sur une seule personne, le roi. C'est un édifice magnifique, mais incroyablement fragile. La question c'est, que se passera-t-il le jour où le roi ne sera plus là pour la protéger ? Et la réponse arrive, brutale. 6 février 1685. Ce jour-là, tout s'effondre. Charles II meurt, et en une seule journée, c'est fini. 15 ans de pouvoir, d'influence, tout ça s'évapore. D'un coup, elle n'est plus la femme la plus puissante du royaume. Elle perd son protecteur, et la cour anglaise, qui ne l'a jamais vraiment aimée, se retourne immédiatement contre la favorite française. Elle se retrouve seule, sans défense. Elle n'a pas le choix, elle doit retourner en France. Mais ce n'est plus l'agent secret au sommet de sa puissance qui rentre au pays. C'est une duchesse en exil. Fini les intrigues de la cour d'Angleterre. Elle se retire sur ses terres et devient simplement la bonne dame d'Aubigny. Elle mourra bien plus tard, à Paris, en 1734. Elle avait 85 ans. Elle a survécu presque 50 ans à son roi. Mais sa fortune, elle avait en grande partie disparu. Et tout ça nous ramène à la question de départ, la question finale. Alors, pion ou joueuse ? A-t-elle simplement été un instrument, ce fameux bijou magnifique, un simple outil entre les mains de deux rois extrêmement calculateurs ? Ou est-ce qu'elle a été bien plus que ça ? Est-ce qu'elle a su, avec une intelligence redoutable, utiliser leur propre jeu pour devenir elle-même une force politique, une actrice qui déplaçait, subtilement, les pièces sur le grand échiquier de l'Europe ? L'histoire nous donne les faits, mais la réponse, au fond, elle reste ouverte.